d'avoir accepté cette invitation au dialogue. Donc, ces dialogues, on les a lancés il y a maintenant un peu plus d'un an, dans la période de la crise sanitaire qu'on a connue, donc avec l'ambition non pas de trouver des solutions pour le monde d'après, mais de tenter d'aider à décrypter la complexité des enjeux qui étaient liés au durable et spécifiquement à ce moment-là sur la crise sanitaire. Et puis on a continué bien sûr ces dialogues afin d'éclairer les débats en cours sur comment accélérer les transitions vers des modèles plus durables et en essayant de couvrir le nombre le plus large de thématiques liées aux objectifs du développement durable. Donc, je remercie vraiment Anthony Ratier donc, du UN Global Compact en France d'avoir répondu à cette invitation parce que la question des droits humains était une question qui nous tenait à cœur puisque c'est une question qui couvre 4 des 17 objectifs du développement durable. Je vais les citer parce qu'elles sont importantes: l'égalité entre les sexes, le travail décent et la croissance économique, la réduction des inégalités et le principe des partenariats pour la réalisation des objectifs. Donc, un sujet qui couvre 4 des 17 ODD. Pourtant, une enquête qui a été réalisée en 2018 auprès de 5000 entreprises dans plus de 60 pays montrait que seulement 5% d'entre elles étaient capables de montrer des résultats tangibles sur la question des droits humains. Donc, on voit que le chantier est encore vaste sur la progression. Il y a 8 ans, donc le 24 avril 2013, le drame du Rana Plaza et la mort de près de 1300 ouvrières et ouvriers du textile jetaient une lumière crue sur le sujet, et notamment sur la question des responsabilités, de l'opacité de la chaîne d'approvisionnement. Depuis 8 ans et encore aujourd'hui en 2021, on voit combien l'actualité est encore concernée par ces questions des droits humains. Donc, ma première question, Anthony, est la suivante: quel bilan peut-on dresser de l'état actuel des droits humains au travail 8 ans après ce drame du Rana Plaza? Merci Marine, merci à MR21 pour cette invitation sur cette thématique d'actualité, les droits humains. Et effectivement, Marine, vous avez raison en reliant les ODD et les droits humains parce que c'est pas forcément facile. J'ai un poste au sein de Global Compact responsable droits humains et ODD, mais il y a des silos qui font que les droits humains deviennent de plus en plus judiciarisés, donc c'est quelque chose presque de la compliance, de la conformité. Les ODD, ça reste dans le domaine RSE environnemental. Donc, mon job, moi, c'est d'essayer d'éviter ces 2 silos. Et les ODD, les droits humains, concernent bien plus que 4 ODD, potentiellement vu l'organisation matricielle des ODD. Par exemple, l'ODD numéro 1 sur pas de pauvreté, il y a des cibles sur les socles de protection sociale. Or, les socles de protection sociale sont une thématique extrêmement présente, notamment sur les questions liées au salaire vital, sur les chaînes d'approvisionnement. Donc, potentiellement, l'ODD numéro 16 qui a des cibles sur le travail des enfants, la corruption. Donc, il y a un lien entre, d'ailleurs, corruption et travail des enfants. Donc, potentiellement, les ODD, il y a un peu de droits humains dans tous les ODD. C'est ça l'intérêt des ODD, c'est cette organisation matricielle et pour éviter on va dire, de siloter, on va dire, les ODD, les droits humains et l'environnement. Donc là-dessus, c'est vraiment un vrai boulot. Il y a déjà quelques personnes plutôt dans le monde anglo-saxon qui ont fait un rapprochement ODD, droits humains, notamment le SHIFT, donc de John Ruggie. Et sur l'état des lieux des droits humains, effectivement, on est 8 ans après le Rana Plaza. Moi, je me souviens bien de l'effondrement du Rana Plaza et le rapport qu'on a pu faire, j'y reviendrai, avec le PCN de l'OCDE, PCN français de l'OCDE en 2013 pour Madame Nicole Bricq sur la filière textile. L'actualité, c'est effectivement, clairement, il y a les Ouïghours. Vous voyez, les Ouïghours, donc justement sur la question textile, avec la plainte de Sherpa et de l'Institut des Ouïghours d'Europe, que nous avons reçu au sein du Club Droits Humains, car nous avons un Club Droits Humains au sein du Global Compact, donc on les connaît, l'Institut des Ouïghours, effectivement. Ça met le spotlight sur le travail forcé. Il y a des actions, il y a des actions concernant donc les entreprises, des actions fortes contre Lacoste, par exemple, sur les Champs-Élysées, voilà, avec les systèmes des colleuses. Donc, c'est vraiment le spotlight ouïghour, mais il ne faut pas que ça soit
l'arbre qui cache la forêt, il y a d'autres problèmes au niveau des droits humains. Donc, je ne vais pas m'étendre sur les Ouïghours qui sont effectivement problématiques aussi parce que derrière, il y a le régime chinois, il y a la défense du régime chinois qui dit que les Ouïghours sont en fait des extrémistes terroristes. Donc, c'est aussi, voilà, j'ai un peu regardé la communication du gouvernement chinois là-dessus. Mais il y a aussi d'autres éléments de droits humains. Vous avez parlé tout à l'heure du Covid-19, il y a le problème des supply chains pour le Covid-19. On était en 2020, donc dans les supply chains, que ce soit électronique, nourriture ou vêtements, il y a eu du jour au lendemain un arrêt pour des fournisseurs des commandes de la part des grands donneurs d'ordre. Et donc, il y avait plus de contrats, plus de commandes. Comment faire justement pour payer les salariés donc, ça a été un vrai problème qui peut-être n'a pas été assez abordé. Je sais que dans le monde anglo-saxon, le Business et Human Rights Resource Center a beaucoup travaillé sur cette question. Il y a un onglet Covid sur cet arrêt, parce que quand on arrête une relation d'affaires comme ça, ça a mis dans la panade beaucoup de travailleurs et de travailleuses, surtout si je pense au textile. Donc, c'est avec des salaires non payés. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'il faut avoir en tête. Autre élément, il n'y a pas que les Ouïghours. Il y a eu, on en parle peut-être un peu moins parce qu'il y a un peu moins de Français qui sont concernés. En Inde, la région du Tamil Nadu, donc plutôt dans le sud de l'Inde, qui justement est mise à l'annexe par l'ONG néerlandaise SOMO sur tout ce qui est travail forcé. Et donc, ils ont sorti un rapport il y a quelques jours là-dessus, dans laquelle ils pointent du doigt Gap, mais aussi une entreprise française, mais je ne sais pas si c'est vraiment à jour, c'est Kidiliz, ex-groupe Zanier, mais le groupe Zanier a été racheté par les Chinois depuis, donc c'est peut-être pas en termes de sourcing, a été racheté par Cemic, groupe chinois, donc peut-être ils disent que c'est français, en fait c'est chinois depuis 2020, depuis le dépôt de bilan du groupe Zanier. Et il y a également, par rapport, vous parliez du Rana Plaza. Le Rana Plaza, suite au Rana Plaza, a été mis en place en fait un accord, l'accord Bangladesh, un accord qui est très original parce que c'était un accord entre, d'un côté, on va dire le patronat du textile de Bangladesh, de l'autre côté, les syndicats, la fédération syndicale mondiale, les deux fédérations syndicales mondiales liées au textile et ou à l'industrie, donc Industrial et Uniglobal, et avec un observateur, beaucoup de l'OIT et la Clean Clothes Campaign, la grande ONG qui est très efficace sur le textile. Et donc, forcément, avec cet accord, cet accord précisé qui a été renégocié en 2017, avec une possibilité de traduction en pénal, donc à la Cour pénale internationale, il y a eu on doit inspecter les usines et savoir si les usines sont safe, s'il y a des extincteurs et de la santé et sécurité. Et il y a eu un rapport de la part de la Clean Clothes Campaign, mais également le Global Labor Justice et la Maquiladora Solidarity, donc plutôt latino-américaine, qui justement ont pointé les défaillances dans justement ces mises aux normes des usines au Bangladesh. Et ils ont, pour le coup, il n'y a pas de Français, ils ont mis à l'index CIA, Lidl, beaucoup d'Allemands, et Zeman, pour ceux qui c'est textile, plutôt néerlandais. Et donc, ils ont mis à l'index ça, mais l'accord Bangladesh est extrêmement intéressant parce que justement, c'est un accord au niveau d'un pays, mais qui a été signé par plus d'une centaine de marques. Et je sais que beaucoup les entreprises françaises n'ont pas été les dernières. Il y a eu un gros boulot du côté notamment de l'initiative pour la compliance et la sustainability, l'ICS, donc dirigée par Madame Carole Homé, qui est vraiment la spécialiste de ces questions et qui a beaucoup fait évoluer son référentiel d'audit, parce que on est vraiment dans l'audit. Donc, voilà à peu près quelques éléments. Ensuite, on parle beaucoup du secteur textile, mais il y a eu on va dire quelques interpellations, notamment sur tout ce qui est secteur électronique. Il y a des ONG uniquement sur le secteur électronique, donc on a interpellé forcément depuis Foxconn, mais il n'y a pas que, on a interpellé les Apple, les Samsung ou voir les opérateurs qui traitent, qui ont des appareils de type Orange ou Vodafone. Donc oui, il y a l'électronique avec forcément derrière les minerais conflits en RDC.
vais pas vous faire un dessin sur, voilà, sur le smartphone éthique, qui est un peu la pierre philosophale qu'on essaye de trouver. Même le Fairphone n'est pas parfait. Et donc, effectivement, voilà, sur l'électronique, il y a vraiment un gros enjeu à la fois de travail forcé, à la fois de travail des enfants pour l'extraction des différents minerais, et également tout ce qui est lié à nourriture et boissons, donc sur vraiment la filière agroalimentaire, car je le rappelle, ça c'est pas moi qui le dis, c'est le CCFD Terre Solidaire, donc Swan Baumier, la filière agroalimentaire est la plus, on va dire, criminogène en matière de droits humains. Rien qu'avec le soja au Brésil, il y a énormément de défenseurs de droits humains qui malheureusement se sont tués dans ce contexte-là. Je ne parle même pas des difficultés liées à la filière cacao. Voilà, la Côte d'Ivoire, filière cacao, travail des enfants. Voilà, donc effectivement, des Nestlé, des Unilever ont été vraiment interpellés là-dessus. Et donc, oui, la filière agricole est assez compliquée parce que voilà, il y a du travail informel, il y a des enfants qui aident éventuellement les parents sur les champs. Il peut y avoir vraiment et même, voilà, même on va dire les labels de commerce équitable sont essayent vraiment de essayer de se protéger parce qu'il peut y avoir des fois du travail des enfants dans certaines coopératives. Donc, c'est un secteur extrêmement compliqué. Je ne vais pas revenir sur des entreprises comme Casino qui ont été interpellées dans le cadre de tout ce qui se passe en Amazonie. Voilà, donc c'est effectivement sur les communautés locales. Il y a un lien, il y a un lien notamment en Amérique latine. Les entreprises françaises ont peut-être moins l'habitude du rapport à la terre. Des latino-américains, les communautés locales ont un rapport fort à la terre et donc une imbrication plus forte entre l'environnemental, donc la biodiversité, la déforestation, le climat et les droits humains, parce que les communautés locales sont vraiment inscrits, je ne veux pas faire le dessin de la Pachamama, mais sont inscrits justement dans ces rapports à la terre, et ce n'est pas un hasard si la plupart des mises en demeure dans le cadre du devoir de vigilance français sont le fait de faits qui se passent en Amérique latine. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et nous, on avait fait une réunion là-dessus avec notamment des spécialistes des enjeux des hommes, mais aussi Céline Pires de BSR et Thierry, pour ceux qui le connaissent, des enjeux des hommes, sur justement c'est quoi le dialogue, comment dialoguer avec des communautés locales en Amérique latine. C'est pas la même chose qu'en Afrique ou en Asie. Donc voilà. En tout cas, sur les thèmes chauds, effectivement, il y a une vraie pression, y compris aussi une pression de la part des investisseurs. Alors, effectivement, on parle beaucoup du climat, de Shell, de ce qui s'est passé hier avec Shell, mais il y a eu des éléments sur les droits humains. Moi, je pense à Rio Tinto, par rapport aux aborigènes. Voilà, le patron de Rio Tinto. Donc, il y a vraiment une pression de la part de la société civile, que ce soit ONG ou certains types d'investisseurs activistes. Donc, il y a on va dire, un vrai momentum avec ce qui se passe au niveau européen, ce qu'on appelle le due diligence mandatory. Alors, en termes d'actualité, la due diligence mandatory était pour l'instant le bébé de la DG Justice au niveau de l'Union européenne de Didier Reynders. Donc, il s'était engagé de manière très forte, il parlait même de sanctions pénales, sauf que depuis 2 jours, alors certains ont dit, je reprendrai la question sur Batignolles un peu plus tard, c'est assez intéressant parce que Thierry Breton, commissaire du marché intérieur et habitué du big business, maintenant va être co-tutelle justement de cette question du devoir de vigilance au niveau européen. Et certaines personnes de la société civile disent quelle horreur, le big business, ça y est, ça a vidé sa substance. Si Thierry Breton est dedans, le marché intérieur est dedans, ça va être terrible. Donc, j'attends vraiment de voir. En tout cas, il y a eu le rapport qui a été fait début 2020 par Claire Bright, qui est quand même très important, j'en reparlerai au niveau européen. Donc, le rapport qui tirait un peu des conclusions des différentes législations en cours. Il y a eu la consultation au niveau européen, donc à la fin de l'année dernière. Donc là, il y a les discussions, énormément de prises de position, que ce soit, il y a des prises de position au niveau de la société civile et une prise de position au niveau de certaines entreprises en faveur de cette législation. Il y a eu des prises de position plus nuancées du côté du business. Oui, on est pour un devoir de vigilance, mais
voilà, on va enlever certains éléments. Moi, je pense à la FEP. En tout cas, il y a un momentum et il y a aussi un momentum au niveau européen. Je prends l'exemple, par exemple, de l'Espagne. Voilà, l'Espagne qui est quand même dirigée par les socialistes et en partie par Podemos, et Ione Belarra, qui est la secrétaire d'État à l'agenda 2030. Ils ont une secrétaire d'État à l'agenda 2030 en Espagne. Donc voilà, le réseau espagnol travaille beaucoup avec eux. Et il y a eu des discussions, pas plus tard qu'en avril 2021, parce que c'était un peu, voilà, ça n'avançait pas. Il y a eu des discussions en avril 2021 avec notamment Isabelle donc Ternit, qui s'occupe un peu de l'équivalent du Forum citoyen pour la RSE, mais au niveau espagnol, donc l'Observatorio de la Responsabilidad Sociétale. Et donc, il y a des véritables discussions, des index, notamment des études sur les droits humains, sur l'IBEX 35. L'IBEX 35, c'est le CAC 40 des Espagnols, et j'étais surpris de voir que dans leur classement des ONG un peu locales espagnoles, Inditex était deuxième. Donc Zara était deuxième. Donc ça m'a un peu surpris, mais parce qu'ils sont de l'autre côté, ils sont vraiment mis en place par voilà, ils sont pointés par les ONG plus internationales. Il y a également la Belgique qui fait qui a eu qui a accepté au niveau du Parlement fédéral de discuter le 22 avril dernier sur une proposition de corporate accountability comme ils disent en Belgique. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une étude de faisabilité faite toujours par Claire Bright, voilà, donc qui avait aussi qui avait aussi participé au rapport de l'Union européenne. Et encore plus intéressant, il y a eu une lettre de 60 entreprises en faveur d'une législation due diligence, ce qui n'a pas été le cas lors des discussions en France. Donc voilà, donc des entreprises. Alors je crois qu'il y avait qui sont implantées en Belgique. Il y avait des entreprises de type Aldi, pour autant que je m'en souvienne. Donc c'était assez marrant de voir le courrier. Voilà, après, je pourrais envoyer le courrier qu'ont fait les entreprises belges. Mais c'est très intéressant de voir 60 entreprises belges. Alors après, il y avait des entreprises engagées dans le commerce équitable, genre Etikable, par exemple, étaient présentes. Alors, pour finir, le Portugal qui a eu la présidence de l'Union européenne 2021, qui a fait beaucoup d'échanges sur justement une législation due diligence, toujours avec Claire Bright, qui est en fait installée au Portugal avec la Nova School de droit. Et donc, le Portugal a vraiment réfléchi sur ces questions-là. Alors, je ne sais pas exactement l'état de la législation, et je terminerai. Ça, c'est ma collègue Laura Kurz qui parle très bien français, ma collègue allemande qui s'occupe des droits humains, qui est une pointure bien plus que moi, qui m'a un peu expliqué ce qui s'est passé en Allemagne. Donc, ils ont un Supply Chain Act. Donc, voilà, ils ont donc les premiers, les projets sont enfin, voilà, il y a eu beaucoup de discussions. Les premiers projets qui ont débouché, c'est un projet qui justement serait mis en place en 2023. Voilà, c'est encore changeant, hein. C'est en 2023 au niveau de l'Allemagne, et qui concernerait les entreprises de plus de 3000 salariés. C'est déjà une différence entre 3000 et 5000 en France. Alors, les demandes, en fait, sont assez proches de la loi française, avec la demande d'une politique établie sur les droits humains, une cartographie des risques, un système de risk management, un mécanisme de plainte et une certaine transparence, une accessibilité des politiques droits humains. Ce qui change en fait par rapport à la loi française, c'est qu'il y a un monitoring du bureau des exportations. Donc là-dessus. Et ça se passe quasiment uniquement au niveau du bureau des exportations qui, le cas échéant, peuvent faire des amendes en fonction du chiffre d'affaires, qui peuvent alors si ça va très mal, exclure l'entreprise allemande qui est incriminée des appels d'offres. Mais par rapport on va dire, à la loi française, le côté civil, plainte civile, etc., apparaît beaucoup moins. Il est possible, si les victimes le souhaitent, de faire une plainte civile, mais les entreprises allemandes, ça a été bien baqué par le big business, le BDA allemand, les entreprises allemandes ne peuvent être tenues responsables des dommages causés par un fournisseur.
De ce que j'en ai compris, hein, je ne parle pas assez bien allemand pour. Donc Alors c'est assez peut-être, intéressant. J'ai merci terminé. Anthony pour tous ces éléments, tout ce large panorama. Vous évoquiez deux points qui sont extrêmement importants, la notion de dialogue et de partenariat donc. Ma deuxième question par rapport à également de nombreuses initiatives qui sont en cours au niveau de l'ONU avec la réflexion sur les principes directeurs à horizon 10 ans, Oui. idem pour le groupe de travail OCDE sur la conduite des entreprises. Vous l'évoquiez au niveau de l'Union européenne, le renforcement du devoir de vigilance, mais également le Global Compact lui-même, qui est une initiative qui se veut simple, universelle et volontaire pour faire progresser la question des droits humains. On a évoqué ce sujet en préparation de la question du Smart Mix. Quel est le rôle que vous avez, vous, en tant que Global Compact, pour faire progresser cette question des droits humains? Et comment vous voyez comment doit s'articuler cette question de initiative volontaire, contrainte réglementaire à l'avenir pour faire progresser de manière plus significative la question des droits humains en entreprise? Merci pour cette question. Alors, on vit dans une époque assez intéressante parce qu'effectivement, il y a une judiciarisation des questions de droits humains. Et pour la première fois, l'année dernière, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, la directrice exécutive du Global Compact Monde, donc Sanda Ojambo, s'est prononcée en faveur d'une législation au niveau due diligence, au niveau mondial. Donc, il y a le traité international contraignant. Donc, c'est assez intéressant et ça ne m'étonne pas parce que, pour la petite histoire, le rédacteur des 10 principes du Global Compact, c'est John Ruggie, avant les principes directeurs entreprises et droits de l'homme. Donc, on a le même rédacteur. Donc, John Ruggie était là en l'an 2000. Et Kofi Annan lui a demandé, tu nous fais 9 principes, parce qu'à l'époque, il y en avait 9. Et il a écrit les 9. Donc, il y a forcément, on a un très fort lien avec ce qu'on appelle le guiding principles dans le jargon. Et on observe vraiment avec attention, il y a énormément d'événements sur les 10 ans de NGP et on voit vraiment dans la feuille de route avec plaisir le lien plus fort avec les ODD parce que c'est une des priorités sur le futur des guiding principles les principes directeurs entreprises et droits humains. On voit aussi le lien entre la corruption aussi, c'est dans les priorités. L'accès à une remédiation efficace, c'est ce qui manque peut-être le plus souvent, le lien entre changement et droits humains, le rôle des défenseurs droits humains. On a eu quand même, j'ai un peu connu Michel Forst qui avait ce poste-là aux Nations Unies. C'est vraiment intéressant. Et donc, le Global Compact sur les droits humains, on a un groupe droits humains et on a surtout une plateforme d'action sur les questions un peu de travail décent et de chaîne d'approvisionnement. On l'a fait avec l'Organisation internationale du travail et on fait vraiment des actions. Alors, c'est piloté par Mary-Lou Dupont, qui est une Québécoise qui a beaucoup travaillé à l'OCDE et en France, donc elle est connue un petit peu en France, et donc qui est la manager sur ces questions-là au niveau New York. On travaille beaucoup et par exemple, on a on a le Leader Summit du Global Compact le 15 et 16 juin prochain avec beaucoup de sessions de droits humains extrêmement intéressantes sur cette thématique et avec notamment une thématique sur le salaire vital, le salaire décent, une table ronde avec Jean-Pascal Tricoire, donc le CEO PDG de Schneider Electric, et Alexandra Palt, donc la VP développement durable et membre du board de L'Oréal. Donc il y a beaucoup d'éléments et cette plateforme d'action, dans cette plateforme d'action, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont engagées, je ne vais pas les citer, mais qui sont engagées dans cette plateforme sur justement travailler sur les thématiques de droits humains, de travail décent, de chaîne d'approvisionnement. Et donc, les Français sont en plus grand nombre que les autres. Il y a d'autres sociétés qui sont présentes. Inditech, je crois, sont aussi présents, je peux citer les étrangers. Et c'est extrêmement intéressant. Alors, il y a aussi au Global Compact, on essaye de traiter les choses au-delà du club droits humains que j'anime. Qui réunit environ 80 entreprises, PME et grandes entreprises. On essaye de discuter de tous les thèmes. C'est important pour nous et pour la présidente du Club Droits Humains, qui est Sophie Perrier de Michelin, d'avoir justement ce mélange et que ce ne soit pas que les grandes entreprises d'un côté, les PME de l'autre. Donc, on essaye d'avoir cet espace de dialogue. On fait de plus en plus de revues par les pairs au niveau européen.
étendue au niveau européen. Je prends un exemple. Ma collègue allemande a fait une revue par les pairs sur justement les achats responsables. Et ben, elle a invité l'ensemble des entreprises européennes en impliquant les réseaux. Même chose, mes collègues anglais ont lancé une plateforme de dialogue très intéressante. Ils ont eu l'aide de UK Aid sur le travail des enfants. Bon, bah, j'en ai parlé au réseau et ça se passe bien. Donc, on travaille de moins en moins en silo et de plus en plus, on va dire, de plus en plus entre Européens, ce qui n'empêche pas que je m'entends très bien avec mes camarades colombiens et brésiliens qui ont des thématiques, notamment sur droits humains et climat. J'ai un petit peu travaillé avec mes collègues brésiliens. Donc, on travaille vraiment, on essaye nous aussi de ne pas travailler en silo. Et dernière chose, par rapport au devoir de vigilance, on fait au niveau du Global Compact de manière totalement confidentielle et anonyme. Je ne vais pas citer des revues par les pairs de devoir de vigilance. C'est-à-dire que deux entreprises présentent leur plan de vigilance et on échange là-dessus. Donc, c'est sûr que c'est très, très, très intéressant. Et puis, en termes de groupe de travail, vous avez eu raison de parler de l'OCDE qui a fait des guides sectoriels extrêmement intéressants. Je ne peux que saluer aussi on va dire le travail, l'ARS en pratique, le travail et les communiqués du PCN français de l'OCDE, donc avec Eric David et Miley Souk, j'en ai fait partie, donc forcément c'est là que j'ai appris, que j'ai fait mes armes, et c'est là qu'on apprend de manière pratique ce qui se passe quand il y a un cas sur les droits humains, comment on le traite avec les principes directeurs de l'OCDE, c'est toujours très utile. Je rappellerai aussi qu'il y a un momentum au niveau du travail des enfants, parce que 2021, je ne sais pas si vous le savez, c'est l'année de l'élimination du travail des enfants. Et donc, il y a énormément d'événements de la part de l'OIT et de l'UNICEF. Et donc, voilà, c'est peut-être pas connu, mais voilà, 2021 est l'année de l'élimination du travail des enfants. Et puis voilà, puis après, je terminerai par les États-Unis. Il y a un momentum aux États-Unis avec Joe Biden, et notamment sur la syndicalisation. Joe Biden, quand même, parce que beaucoup d'entreprises françaises ont des difficultés par rapport à la liberté syndicales, liberté d'association aux États-Unis, et Joe Biden a encouragé tous les travailleurs à se syndiquer, y compris en Alabama. Donc c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Merci beaucoup Anthony. Je vois que le temps file et qu'il y a des questions qui commencent à arriver. Peut-être juste rapidement en conclusion de notre dialogue, de cette première partie du dialogue. Qu'est-ce que vous voyez comme étant les principaux sujets en jeu sur lesquels il reste un travail important à mener, que ce soit au niveau Union européenne ou au niveau international? On a notamment la thématique de l'extraterritorialité. Qu'est-ce que vous voyez comme étant demain les sujets sur lesquels il va falloir s'attacher à progresser de manière plus significative aujourd'hui? Clairement, et c'est le défaut de la loi française, de la loi allemande, etc., c'est l'accès à la justice pour les victimes. Si les victimes ne peuvent pas porter plainte et ne peuvent pas plaider leur cause dans un tribunal, on va dire dans un tribunal français ou un tribunal européen, c'est compliqué. Et ce qui manque, voilà, c'est cet accès à la justice et surtout la dimension réparation. C'est le dernier pilier des principes Ruggie. Voilà, ça a toujours été un peu le parent pauvre, le dernier pilier, voilà, remédiation, accès à la justice des victimes, c'est celui qui manque le plus. Également, forcément, les ODD, le lien entre ODD et droits humains et comment mesurer son impact négatif. Parce que c'est très bien, sur les ODD, on peut parler de ses impacts positifs, il n'y a pas de souci, il y a plein de rapports là-dessus. Mais sur les impacts négatifs, comment mesurer l'impact négatif par rapport aux ODD? Et je sais qu'on peut le faire au niveau environnemental, mais dès que c'est un peu les droits humains, le social, c'est un petit peu complexe. Donc voilà, là-dessus. Sur les consommateurs et les citoyens, effectivement, il y a de plus en plus d'applis. Mais alors, ça, c'est ma position personnelle, c'est pas celle du Global Compact. Je pense un peu comme Naila Jalpouni de l'éthique sur l'étiquette, qui dit on ne peut pas tout attendre des consommateurs. Il y a vraiment un rôle entraînant de la législation, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on voit dans les applis? C'est ce qui marche surtout, c'est Yuka, mais c'est des applis, c'est Ma Santé. Donc forcément, c'est Ma Santé. Donc effectivement, c'est par rapport, si ça se passe loin, si c'est un travailleur au Bangladesh,
il n'y a que les gens militants qui seront au CSP++ militants qui seront concernés, mais je veux dire, la personne lambda qui fait ses courses à Lidl ou méga hard discount mère russe, voilà, ils sont peut-être moins concernés. Donc, effectivement, moi, je crois peut-être voilà, l'effet entraînant de la législation et quand il y a vraiment des applis, etc., c'est vraiment la santé d'abord, donc des choses qui touchent les gens. Donc voilà, et en dernier, forcément, la taxe, comment on va passer au niveau européen. Donc les dimensions, la taxonomie verte n'est pas que verte, il y a des éléments liés aux droits humains et aussi les indicateurs de reporting liés aux droits humains. Voilà la dernière discussion d'avril 2021 sur la future directive, enfin la directive reporting et ses transpositions au niveau local, donc notamment au niveau français. Bien, merci Anthony pour ce panorama de l'état actuel des choses et des futures avancées nécessaires. Je vais passer maintenant aux questions qui commencent à être assez nombreuses. Donc, on va essayer de toutes les couvrir dans les 25 minutes qui nous restent. La première étant de Geoffroy. Bonjour, le problème des droits humains se passe aussi en France. Que pensez-vous du tout dernier jugement des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles? Alors, c'est extrêmement. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le club droits humains traite aussi, c'est pas que des directeurs RSE, j'ai affaire, on traite aussi avec des directeurs de relations sociales, des DRH. Alors, moi, à titre personnel, je suis sensible parce que j'ai travaillé 8 ans et demi dans une organisation syndicale. Donc, il y a. Ce cas des femmes de chambre à Ibis Batignolles me fait penser en fait à un cas que nous avions traité au PCN, le français de l'OCDE, avec justement c'était Natixis qui était en fait propriétaire qui était propriétaire de manière indirecte, c'est ça qui était intéressant, même avec la loi de violence, ça n'aurait pas été possible, d'un hôtel au niveau de la Californie qui empêchait la syndicalisation. Et il y a le syndicat Unit Here qui a porté ça au PCN de l'OCDE et ça a obligé en fait Natixis en termes de relation d'affaires sur la relation d'affaires à faire en sorte que justement qu'il y ait une présence syndicale dans cet hôtel qui était basé en Californie. Donc, voilà, donc c'était un fonds de pension, je crois, du Middle West qui était propriétaire de cet hôtel. Et ce fonds de pension, en fait, il y avait des participations de Natixis. Je vous enverrai la décision parce qu'elle est très intéressante. Elle va plus loin. Avec la loi de vigilance, on n'aurait pas pu faire ça. Et cette décision de PCN, en fait, avec les principes directeurs C2, ça a permis d'aller encore plus loin. Donc, effectivement, le problème des droits humains se passe en France, il se passe au niveau des sans-papiers. Je ne vais pas citer d'autres cas, notamment dans la logistique ou dans le secteur nettoyage, où il y a ces éléments-là. Donc, effectivement, on a besoin, on parle beaucoup de syndicalisation au Bangladesh et ailleurs, mais on a besoin, voilà, Joe Biden le dit, et j'aimerais bien que le président de la République le dise également, on a besoin de vraiment le syndicat, c'est la partie constituante voilà, pour parler comme le rapport Nota-Sénat, et on a besoin de syndicats forts, quelle que soit l'étiquette l'appartenance, de syndicats forts. Et voilà, et effectivement, dans le cas de l'Ibis Batignolles, c'était un long combat. Et voilà, donc c'est quelque chose de très intéressant. Et voilà, moi ça fera plaisir à Jean-Frédéric Dreyfus. Voilà, je suis pour voilà, on va dire, qu'on redore peut-être le blason des syndicats qui sont parfois un peu absents, parfois mis de côté sur les questions de droits humains. Alors, merci. Anthony, une question de Tiffany. Bonjour, pourriez-vous nous dire comment le Global Compact se positionne par rapport aux ONG de sauvetage en Méditerranée, notamment SOS Méditerranée? Nous avons besoin du soutien des entreprises et comment leur expliquer que soutenir ces opérations répond aux ODD? Alors, il n'y a pas de position arrêtée du Global Compact Monde. J'ai évoqué brièvement cette thématique avec mes collègues du Global Compact Italie, parce qu'on a un réseau aussi en Italie. C'est pas encore une question qu'on a adressée au sein du club, au club des droits humains. Et effectivement, ça répond au-delà des voilà, ça répond à des ODD, l'ODD numéro 10
forcément, parce qu'il y a la question des migrants est plutôt traitée à ODD numéro 10, mais il y a des liens sur ODD numéro 1, pas de pauvreté, ODD numéro 2, fin zéro. Également, voilà, l'ODD, alors c'est finalement l'ODD vie aquatique, c'était plus sur la vie, sur la vie aquatique en tant que telle, mais effectivement, je note cette thématique. Alors, on a des rapports avec des ONG, mais liés sur la mer, on a une plateforme Océan, mais qui ne traite pas de cette question migrant. Donc, effectivement, on est en lien avec des ONG de type Surfriders, etc. Mais on n'a pas de lien avec les ONG de sauvetage en océan. Alors, effectivement, Amnesty et autres, les grandes ONG, oui, je travaille avec eux, mais moins avec les ONG de tout ce qui est sauvetage Méditerranée centrale. Mais ça vaut le coup que j'interroge mes collègues italiens pour voir s'ils ont adressé cette question. Autre question pour une PME, comment savoir ce qui se passe tout au bout de notre chaîne de valeur? Par exemple, je travaille dans la construction de bateaux qui utilisent de la fibre de carbone. Nous n'arrivons pas à savoir dans quelles conditions de respect des droits humains cette fibre est fabriquée. Alors, c'est vrai que les PME, alors il y a un élément peut-être dont je n'ai pas parlé par rapport au devoir de vigilance français. Le devoir de vigilance français concerne environ 250 entreprises. Voilà, c'est un peu 250 entreprises. Et le problème, c'est qu'on ne parle pas. Il y a d'ailleurs une masterclass à ProDurable là-dessus réalisée, je crois qu'il y a le C3D et Affection Mutendi qui est dedans sur justement l'impact du devoir de vigilance sur les PME. Et effectivement, parfois, les cahiers des charges des grandes entreprises sont répercutés, c'est la même chose pour l'anticorruption, au niveau des PME. Et les PME, ils sont comme ça, ils font bon, comment je fais? Enfin, moi, je n'ai pas une énorme puissance, comment je fais moi pour maîtriser toute ma chaîne de valeur? Alors, effectivement, certaines PME, pour répondre à cela, soit ils essaient vraiment de s'aligner avec un EcoVadis, répondre, ou ils mettent en place des systèmes, soit ils adhèrent à des systèmes d'audit de type SMETA-CEDEX, ou alors font appel à de l'ISO 20400. ISO 20400, vous le connaissez tous, sur les achats responsables, inspiré par ISO 26000. Et donc, voilà, c'est compliqué. On a beaucoup d'échanges là-dessus au sein de notre réseau. On est quand même composé de 57% de PME au sein de Global Compact. Ce n'est pas su, mais c'est 57%. Et donc, on a beaucoup d'échanges sur les achats responsables. Le mot droits humains fait parfois un peu peur, donc on parle beaucoup d'achats responsables avec les PME, avec donc les volets un peu sociaux des achats responsables. Effectivement, sur la construction des bateaux, j'en avais parlé avec Surfriders justement sur cette question-là, donc sur le respect des droits humains sur cette fibre. Je vous remercie en tout cas de la question. Question de Audrey, que pensez-vous de la théorie du donut d'Oxfam? L'approche sociale peut-elle exister en dehors de l'approche environnementale? Alors, la théorie du donut, il me semble, c'était pas à la base, il me semble que c'était, je ne sais pas si c'était vraiment d'Oxfam, c'est Kate Raworth. J'avoue que je ne connais pas par cœur cette théorie qui est beaucoup citée, mais donc je ne pourrais pas donner un avis exact là-dessus. Je vais passer à une autre question et peut-être on pourra y revenir s'il y a une précision de la question. Autre question, pourquoi les entreprises se focalisent davantage sur des actions dites environnementales et moins sur les droits humains? C'est parce que la mesure d'impact sur on va dire, sur l'environnement est peut-être plus facilement quantifiable au niveau de l'approche scientifique. Je pense à Science et Best Target. Et donc, merci Catherine. Donc, ouais, c'est plus quantifiable. La mesure d'impact, la traçabilité sociale, la mesure d'impact social, malgré tout ce qu'on peut faire, parce qu'il y a effectivement Total a été un des pionniers, tout ce qui est hydrocarbures ont été les pionniers sur l'impact social, mais c'est toujours assez difficile à mesurer. Donc, impact social, et en plus, voilà, comment mesurer. Alors, j'avoue, on fait partie, le Global Compact, l'OIT et OCDE, on fait partie d'une initiative qui s'appelle Global Deal, dans laquelle il y a des grandes entreprises et des syndicats. Et en fait, avec Vigeo Eiris, il y a des réflexions sur justement la mesure les indicateurs de la qualité du dialogue social. Et ça, on va dire, toute une ingénierie assez compliquée à mettre en place.
Alors, j'ai la précision sur la question de la théorie du donut. C'est l'idée que rien ne peut se faire qui soit durable si le plancher social n'est pas respecté, si le plancher environnemental est dépassé. Alors, il y a vraiment des réflexions là-dessus. Quand on est à fond, en fait, il y a parfois des entreprises, quand je regarde une entreprise qui est vraiment tellement à fond, qui met extrêmement en avant tout ce qui est fait au niveau environnemental, de fait, moi, par réflexe, je creuse les droits humains et le social. Parce que je me dis, c'est l'arbre qui cache la forêt. Comment ça se passe avec vos syndicats? C'est la première question que je leur pose. Parce qu'effectivement, il peut même y avoir, parfois, c'est ce que j'ai vu, des ODD qui se contre. Enfin, une approche ODD, on est à fond sur. Je prends un exemple assez connu. Je suis à fond sur la transition écologique, sur le verdissement de mes activités, mais je n'accompagne pas les travailleurs qui sont sur le carreau en termes de formation, ils se retrouvent au chômage. Voilà, c'est souvent les syndicats qui me disent ça. Voilà, donc il peut y avoir justement une contradiction entre l'ODD 13, l'ODD 7 et l'ODD numéro 8 sur le travail décent. Donc, d'où la notion extrêmement, donc le plancher social et le plancher environnemental, je reprendrai à mon compte pas la théorie du donut, mais le concept de transition juste qui est porté par la Confédération syndicale internationale et par l'OIT. Autre question, je remonte un peu, excusez-moi. Quelle serait la mesure numéro 1 à mettre en œuvre pour changer durablement les choses sur la question des droits humains? Le portage politique au niveau du CEO, on commence à le voir, notamment voilà, au niveau, on voit des prises de parole fortes au niveau, voilà, on voit Jean-Pascal Tricoire de Schneider, on voit des comités parties prenantes à très haut niveau, au niveau de Michelin, au niveau de Florent Ménegaud. Donc, c'est voilà, vraiment un engagement des CEO en faveur des droits humains, comme il y a eu des engagements des CEO au niveau pour le climat. Il faudrait parler sur des ports, mais je reprends un peu ce que disait Madame Audrey Rousseau, voilà, que c'est les mêmes pledges, mais au niveau des droits humains. Et je sais qu'au niveau du siège, donc ma collègue Marie-Lou aimerait bien faire un pledge au niveau des droits humains et du salaire décent. Donc c'est quelque chose. Mais bon, les thématiques droits humains sont toujours un peu plus difficiles à adresser. Il y a eu quelques pledges sur le travail forcé, notamment au niveau du Consumer Good Forum avec Didier Bergeret. Je sais que Danone, à l'époque, s'était engagé là-dessus, Emmanuel Faber. Et d'autres patrons, je crois qu'il y avait aussi Unilever, et donc c'était extrêmement intéressant. Donc voilà, j'ai un engagement fort comme pour le climat au niveau des CEO et un dialogue vraiment effectif, hein, qui soit un dialogue sociétal avec les ONG et un dialogue social avec les syndicats. Mais comme je le dis souvent, les CEO américains préfèrent discuter avec les ONG mais pas avec les syndicats. Les CEO européens préfèrent discuter avec les syndicats mais pas avec les ONG. Autre question, y a-t-il des interventions du Global Compact au sein des écoles pour former la jeunesse sur ces thèmes? Alors, au niveau des écoles, au niveau des écoles, il y a des interventions, mais alors du Global Compact, c'est possible, mais après, il y a moi, je peux intervenir en mon nom propre dans les écoles. Donc, c'est en tant qu'expertise droits humains, voilà, depuis 15 ans, 16 bientôt, sur ces questions-là. Donc oui, il m'arrive de parler de droits humains dans les écoles. On a besoin de sensibilisation et expliquer un peu voilà, la Déclaration universelle des droits de l'homme, déjà à la base. Question sur le reporting. L'indicateur le plus pertinent à suggérer pour vous dans un reporting d'entreprise sur les droits humains? Alors, c'est tellement large, parce que il y a le reporting droits humains, volet impact sur les communautés locales, et le volet droits humains sur le labor, comme on dit, sur le social. Donc, il n'y a pas d'indicateur universel. Moi, vraiment, je dirais du travail forcé, parce que c'est ce qu'il y a de plus partagé dans les chaînes d'appro, et donc le travail forcé, il apparaît sur toutes les chaînes d'approvisionnement, dans toutes les chaînes d'approvisionnement, et on peut l'avoir de différentes façons. Quand on a du travail informel, forcément, on ne maîtrise pas trop vu que c'est de l'informalité. Quand il y a un peu d'informalité en bout de chaîne, c'est complexe. Et également, voilà, dans des pays à risque, voilà, le Moyen-Orient, la Chine, voilà, la Chine avec on va dire les working hours, c'est une vraie problématique, parce que beaucoup d'ouvriers chinois font beaucoup d'heures sup, et tellement d'heures sup que ça rentre dans le cadre du travail forcé. Donc, ouais, ce serait vraiment les indicateurs liés au travail forcé.
Autre Merci question Catherine pour la question. Autre question d'Audrey, quid du lien entre le respect des droits humains dans les entreprises et des problématiques de droits humains de type esclavage moderne qui appliquent davantage les employeurs individuels? Alors sur cette question-là, c'est vrai que c'était le Modern Slavery Act. J'en ai pas parlé dans mon panel, mais le Modern Slavery Act au niveau anglais, au niveau australien, ça a concerné effectivement voilà, cette question on va dire les femmes de ménage philippines, par exemple. Mais c'est un enjeu. Moi, je sais que la CNCDH, donc la Commission consultative sur les droits de l'homme, donc avec les personnes, avec Magali qui dirige ces questions-là, avec Céline Roche et d'autres personnes me disaient qu'il y avait 80, je crois que les derniers chiffres, c'est 80 000 personnes en esclavage moderne. Donc, ça date de 2016, hein. Je n'ai pas vu le dernier pointage, mais c'est quelque chose de présent. C'est présent sur voilà, employeur individuel et aussi tout ce qui est lié à la cueillette. Alors, question sur, pour revenir à peut-être un sujet plus consommation. Comment on fait sur l'achat d'objets publicitaires qui sont tous fabriqués en Asie? Alors, je vais parler de mon expérience. Au début, on a fait des pins ODD. Je ne l'ai pas. Au début, le pin, c'était en Chine. Donc, on a fait la réflexion, mais c'était les seuls qui fabriquaient. Et en fait, on a fait appel à des fournisseurs qui, justement, ont des usines plutôt en Europe qui ont des charges plus équitables. Et ils ont fait fabriquer pour nous des pins, des pins en bois, etc. Et pour le coup, c'était DreamAct. Sans vouloir faire de publicité, il y en a d'autres. Mais c'était DreamAct qui nous a justement fourni voilà, en goodies et voilà, on essaye d'être, faire en sorte que ça ne soit pas les cordonniers les plus mal chaussés. J'ai évoqué la question de l'extraterritorialité. Question donc de Patrick, êtes-vous sûr que la directive européenne conduira bien les opérateurs en Europe à intégrer tout leur périmètre mondial dans la vigilance et quid des sanctions évoquées? Effectivement, sur la question des sanctions. Alors, moi, ce dont j'ai peur, maintenant ce dont j'ai peur, maintenant qu'il y a Thierry Breton dans la boucle, c'est que j'ai peur, en fait, que ça soit un scénario à l'allemande, avec voilà, une autorité exportatrice, que ça soit uniquement des pénalités au niveau exportatrice, des exportations ou une autorisation à opérer avec la Commission européenne sur des appels d'offres européens, etc. Et j'ai peur qu'il n'y ait pas ce côté pénal qu'avait évoqué Dini Reinders donc en 2020. C'est vraiment problématique. Et ensuite, sur l'extraterritorialité, on n'imposera jamais rien aux Américains. Je veux dire, les Américains, au-dessus de la Cour suprême américaine, il n'y a rien, il n'y a même pas les conventions OIT. Il faut savoir que les Américains n'ont pas ratifié deux conventions, les conventions sur la liberté syndicale et sur la négociation collective 87 et 98. Elles ne sont pas ratifiées aux États-Unis, d'où les problèmes de syndicalisme là-bas. Donc, c'est pour ça. Donc, oui, je ne sais pas de quel côté va aller le curseur, mais pour moi, voilà, l'Allemagne qui a un grand poids, je pense qu'il y aura peut-être on va dire, une législation qui se ressemble un peu plus à l'Allemagne avec la législation allemande au niveau de non-sanction au niveau des tribunaux, avec peut-être un focus assez fort peut-être au niveau des PME et une aide capacity building au niveau des PME et des droits humains. C'est ce que je sens, mais on va dire, si demain je vais un peu rediscuter justement avec des amis sur ces questions droits humains au niveau de la législation européenne. Question de Catherine. Comment l'OIT est-elle soutenue aujourd'hui et comment le Global Compact travaille avec elle? Parce que c'est la seule organisation vraiment tripartite, je crois. Bien sûr. Alors, je ne vais pas faire la langue de bois. J'ai dit que j'aimais beaucoup l'OCDE, le PSN et l'OCDE, et j'aime beaucoup l'OIT, ne serait-ce parce que Guy Ryder est un ancien syndicaliste, donc le DG de l'OIT, qui est le directeur on va dire, c'est le directeur d'une instance onusienne le plus accessible. On peut aller lui parler, il est super, voilà, il est très très ouvert, il parle 5 langues, et donc c'est extrêmement extrêmement intéressant. Alors l'OIT, alors nous, on a un partenariat avec l'OIT à travers, j'en parlais tout à l'heure, la plateforme d'action travail décent et chaîne d'approvisionnement. L'OIT est impliqué dedans, donc on travaille beaucoup à l'OIT, avec l'OIT là-dessus. Moi, à titre personnel, au niveau du Club Droits Humains, j'ai fait intervenir souvent le bureau français de l'OIT, donc Cyril Cosme, hein, on se connaît depuis 13 ans, je crois maintenant, et Cyril Cosme, voilà, fait vraiment beaucoup d'actions, et d'ailleurs, je crois qu'il fait un colloque sur le travail des enfants et l'Alliance 8.7. Donc 8.7, c'est la cible sur le travail des enfants.
dans les ODD. Il fait un colloque, un grand colloque, je crois, mi-juin. J'ai eu l'invitation il y a pas longtemps et sans vouloir vraiment trahir de secret, il y a des tensions en fait entre l'OIT et les Nations Unies. Parce qu'en fait, les Nations Unies ne sont pas sur un modèle tripartite et l'OIT souhaite conserver ce tripartisme. Alors, tripartisme avec d'un côté les États, de l'autre côté les représentants des employeurs, de l'autre côté les représentants des salariés. Et je sais que la CGC d'ailleurs porte ce sujet. Et donc, l'OIT veut garder en fait cette spécificité du tripartite, du tripartisme. Et donc, c'est vraiment, voilà, ils veulent garder, parce que l'ONU, bon, bah, ce n'est pas quelque chose de tripartite, il y a des ONG, etc. Et donc, il y a vraiment un souci de garder ce tripartisme. Et donc, voilà, il y a encore des discussions extrêmement intéressantes au mois de juin prochain sur les chaînes d'appro à la conférence internationale du travail. Voilà, bon, c'est une arlésienne, mais pour l'instant, on a longtemps évoqué, alors je ne sais pas où en sont les discussions, une convention OIT sur les chaînes d'appro. Voilà, je sais que la Confédération syndicale internationale portait cela, mais voilà, voilà, je crois, voilà, je salue en tout cas toutes les actions qu'a pu faire Guy Ryder depuis son accession. Bon, là, on est en période aussi on va dire de succession de Guy Ryder qui part sur un bon bilan. Donc, j'attends de voir le prochain DG de l'OIT. En tout cas, voilà, je suis très attaché à cette instance parce qu'ils ont vraiment l'expertise, notamment l'expertise sur le salaire vital. Voilà, il y a quelqu'un comme Daniel Vaughan qui travaille beaucoup avec l'OIT sur c'est quoi un salaire vital. Donc voilà, et donc c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, donc aussi mon plaidoyer pour l'OIT, voilà, pour le rôle de l'OIT. Question sur le PCN que vous connaissez. Le PCN patine, ne faut-il pas le réformer, européaniser, judiciariser enfin cette instance? Alors, le PCN, le PCN de l'OCDE, alors, ils patinent pas, ils ont beaucoup de cas en ce moment. Après, je ne suis plus dans le PCN, donc je ne suis pas. Ils ont beaucoup de cas. Alors, disons que le devoir de vigilance n'a pas ralenti le nombre de cas traités au sein du PCN. Il y a des cas extrêmement intéressants, des cas même internationaux, des Airbnb, etc. Et c'est vrai que sur alors, la question européaniser le PSN, l'OCDE, c'est selon les États, il y a des PSN selon les États qui adhèrent justement à l'OCDE et donc derrière les principes directeurs. Donc, effectivement, il y a le PSN français continue à travailler. Il reste tripartite. Il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul quadripartite, c'est le norvégien. Il reste tripartite. En tout cas, Malice et Eric David continuent à faire un boulot énorme et donc ils essaient justement de voir ça. Mais la réforme du PSN, effectivement, c'est quelque chose de demandé par les ONG. Voilà, mais après, voilà, c'est quelque chose. Voilà, on parlait du dialogue social, dialogue sociétal. Clairement, il y a des syndicats qui veulent pas travailler avec les ONG. Hein. Voilà, c'est comme ça. Et voilà, donc je ne suis pas forcément pour une européanisation parce que Bruxelles en tant que telle, il n'y a pas de, même s'il y a des relations, il n'y a pas voilà, on ne peut pas avoir un point de contact national de Bruxelles pour l'instant. Donc voilà, ça se passe au niveau des États. Après, on va voir si la directive européenne rebat les cartes. En tout cas, je remercie Patrick pour cette question. Dernière question, parce qu'on arrive à la fin de ce dialogue et je vais peut-être m'appuyer dessus pour l'élargir un peu. Au-delà de la question des Ouïghours, la Chine est vraiment au centre de nombreux sujets concernant les droits humains. On a aussi la question des terres rares, on a aussi la difficulté des entreprises à pouvoir visiter ou accéder à leurs sous-traitants sur place. Comment vous voyez évoluer la question des droits humains en Chine, comment elle peut bouger, qui peut faire bouger ce sujet-là aujourd'hui? Alors sur la Chine, alors c'est un cas c'est complexe parce que beaucoup d'entreprises françaises sont impliquées ou ont des activités en Chine, y compris des PME. Alors sur la Chine, qui est pourtant voilà qui est présenté en modèle, et sur le climat, ils font des choses sur la biodiversité.
Ils ont quand même la COP, la COP biodiversité chez eux, donc ils font beaucoup de choses sur l'environnemental. Effectivement, sur le social, voilà, voilà, au-delà de la question des Ouïghours, il y a les terres rares, il y a la question de la surveillance de masse aussi, qui est problématique, le système de crédit, le système de crédit social. Mais alors, je suis pas, pour le coup, je suis pas. Il y a une société civile en Chine, il y a le China Labor Watch qui fait énormément de choses. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des grèves en Chine, il y a une augmentation des salaires en Chine. Donc, il y a aussi on va dire, quelques activistes. Alors, c'est compliqué, mais il y a aussi des activistes en Chine. Il y a des activistes, y compris beaucoup d'ailleurs dans les arts et la culture, dans le cinéma. Donc, voilà, je pense à Yazanke, notamment à travers son cinéma. C'est quelque chose de subtil. Il faut soutenir on va dire la société civile, la société civile chinoise. Il y a eu des événements. Alors, il y a eu toute une campagne contre la corruption réalisée par Xi Jinping. Donc voilà, donc il y a eu, ouais, il y a eu du bon, il y a des gens corrompus qui sont. Après, il y a eu du moins bons au niveau politique. Mais effectivement, c'est de quelle manière ils vont adresser les droits humains. Effectivement, quand il y a des réunions, oui, on a parlé des droits humains, que ce soit Biden ou Macron, ce qu'il adresse vraiment, c'est autre chose. C'est autre chose. Après, voilà, il y a une défense du gouvernement chinois qui dit ben oui, mais bon, c'est des extrémistes. Regardez les Ouïghours, il y a des extrémistes, il y a des liens avec Daesh, avec Al-Qaïda, etc. C'est le cas pour une partie infime des Ouïghours. Voilà, je me suis un peu documenté, voilà, mais il y a une toute petite partie, on ne parle pas de la partie pour le tout, c'est pas la même chose. Et voilà, donc effectivement, la Chine est au centre du tout, mais ils ont un poids, on va dire, un poids un poids économique énorme, un poids diplomatique énorme. Alors, est-ce qu'on attend, on va dire, une alternance, que ça soit plus M. Xi Jinping, ou on essaye de faire une politique des petits pas? C'est la question. En tout cas, menacer frontalement les Chinois, etc. Ils ont aucune entreprise française ou internationale se permet de le faire. Et effectivement, donc voilà, il y a plutôt le côté politique des petits pas, essayer de faire des choses de leur côté, mais effectivement, c'est compliqué. Alors, les États-Unis, effectivement, ça va mieux depuis que c'est Joe Biden, donc là-dessus, sur les droits humains, même si certaines pratiques, voilà, Google qui est en même temps, voilà, qui à la fois fait Black Lives Matter, mais qui derrière finance certains think tanks d'extrême droite. Et il y a aussi une dichotomie, on va dire une schizophrénie de certaines entreprises américaines. Donc, voilà, il y a aussi, voilà, on peut aussi parler des Américains. Voilà, je ne parlerai pas du Moyen-Orient, même s'il y a eu beaucoup de progrès au Qatar avec voilà, l'action de Vinci. Donc, voilà, donc pour la Chine, il y a politique des petits pas. Peut-être, voilà, ils sont dans une période de tension clairement politique avec Xi Jinping, une reprise en main. Voilà, on ne peut pas parler de Taïwan, mais voilà, donc c'est vraiment compliqué. Et c'est pour ça que même voilà, l'Institut Ouïghour, quand on les a reçus, disait qu'il y a, on va dire, une politique d'élimination systématique, mais ils hésitaient à parler de génocide, par exemple. Les mots sont importants dans ces conditions, dans ces conditions-là, dans ces questions-là. Donc voilà, et donc la Chine est au centre du tout, et effectivement, ça les agace. Et voilà, il va y avoir des réponses du soft power chinois, et je le vois, je l'ai déjà constaté, pas moi, mais sur certains partenaires. Bien, merci beaucoup, Anthony. Merci à tous de votre Merci à vous. participation. On se retrouve donc le 8 juin pour un dialogue autour de la biodiversité marine à nouveau pour boucler le cycle avec David Laurent de EPE qui présenteront leur rapport sur la mer, nouvelles frontières pour l'environnement et l'économie. Clément Lavigne, directeur de gestion des risques et d'environnement de Total. Je vous rappelle que le dialogue sera disponible en podcast sur notre chaîne podcast Dialogue MR21 et sur le site MR21 en vidéo replay. Voilà, merci à tous d'avoir participé à ce dialogue et très bonne soirée à tous.
Merci à vous, merci Marine, merci, toujours je connais Catherine, Jean-Frédéric, merci à Mariana et merci à Patrick pour ces dialogues enrichissants du MR21. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir. Merci Anthony, à bientôt.